Oui, c'est pardon, une recherche dans un autre registre que la précédente et comme tu l'as souligné, exploratoire et aussi en dehors de, on va dire, mes habitudes de recherche. Fait que comment ça a starté? Ben, c'est un peu un questionnement assez, j'ai envie de dire classique, sur l'utilisation de la technologie au sein du jeu de rôle. Je dis classique parce que il y a déjà des recherches en la matière qui existent. Notons surtout celle de Sébastien Savard, qui, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, s'est intéressé sur l'utilisation et l'impact de la technologie dans la pratique du jeu de rôle. Donc, il était question d'une très grande variété d'outils. Que ça allait des PDF de manuels, lanceurs de dés pour le monde qui n'ont pas d'argent à mettre dans des dés. Ça, c'est une blague, tout le monde en achète plein, on le sait bien. Mais aussi en passant par des outils de communication comme les tables virtuelles ou Skype, Discord, puis les logiciels de création, comme par exemple les logiciels qui aident à faire des cartes ou les logiciels qui génèrent des noms aussi. Donc, je me suis intéressé à un type de générateur bien particulier, le robot clavardeur, que dans les dernières années, on a assisté à l'émergence d'une variété de robots clavardeurs disponibles gratuitement et très puissants et même, je dirais, crédibles sur le plan du test de Turing. C'est-à-dire que le texte produit est parfois presque et souvent en fait difficile à séparer d'un texte produit par un être humain. Le robot clavardeur, pour les personnes qui ne seraient pas familiers ou familières avec ça, c'est un outil de rétroaction textuelle, c'est-à-dire que c'est une boîte de dialogue dans laquelle on rentre du texte et qui nous renvoie du texte, dont l'interface est grandement inspirée des logiciels de clavardage tels que MSN, Skype, tout ça. Euh, Ce qui est très intéressant des robots clavardeurs plus récents, c'est que souvent, ils vont apprendre à partir de leurs expériences passées. C'est-à-dire qu'ils sont régulièrement mis à jour par leurs développeurs à partir de données générées par l'utilisation même du robot. Autrement dit, si un joueur X a écrit quelque chose l'an passé dans AI Dungeon, qui est par exemple le robot que je vais utiliser, ben, il est tout à fait possible que ce qu'il a écrit ait été maintenant utilisé, réagencé par l'algorithme du robot et soit finalement présenté à d'autres joueurs par la suite sous une forme évidemment un peu différente. Les possibilités offertes par une intelligence artificielle de ce calibre, disons, sont elles aussi anticipées depuis longtemps. On pense à Janet Murray, qui, dans son ouvrage fondateur, on va dire, parle du cyberbarde. Donc, Janet Murray, en 97, décrit le cyberbarde comme étant un système pour spécifier des motifs narratifs, donc motifs narratifs dans le sens de récurrence, de pattern, de répétition, de lieux communs. Et elle spécifie aussi que un tel cyberbarde pardon, devrait laisser l'auteur spécifier des parties précises euh, à échanger, à remixer pour un peu s'amuser avec le contenu narratif. Ben, narratif, là, dans sa description, il est question de musique, mais elle fait tout à fait le reach vers la narration. Euh, Elle compare à une éventuelle intelligence artificielle qui pourrait servir de cyberbarde comme étant un barde informatique parce que la tradition bardique, on va dire analogique, même si le mot est parfois contestable. Mais donc, les bardes traditionnelles avaient tout à fait un fonctionnement interne qui ressemblait à l'activité d'un robot clavardeur, c'est-à-dire qu'ils avaient un répertoire de formules pour décrire des choses, telles que par exemple les divinités comme Zeus, et qui, pour ajouter de la variété, étaient remixées. Dans le cas du BARD, il y avait au lieu de la cohérence narrative, c'était surtout la cohérence musicale qui était essentielle. Donc, il fallait que les différentes phrases puissent être suffisamment variées pour être insérées dans un ensemble de contextes musicaux possibles. Euh,
dans le cas de la narration, on peut tout à fait imaginer que c'est adaptable très directement et que le répertoire d'événements, de lieux communs et tout ça peut être utilisé en tant que brique pour construire une histoire. D'où le titre de Hackerbad, parce que dans le fond, ce dans quoi j'ai essayé de me lancer, c'était de détourner et mettre à profit l'immense répertoire d'événements et de motifs narratifs contenus dans AI Dungeon pour essayer, en tant que joueur de jeu de rôle, lui trouver une utilisation. Laquelle, ben, ça fait partie de l'exploration. euh, Pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Pourquoi se lancer là-dedans? Ben, c'est pour des raisons qui sont quand même similaires à celles d'un DM qui utiliserait un générateur aléatoire. Dans sa maîtrise, Sébastien Savard souligne que les générateurs aléatoires sont utilisés principalement pour venir en aide au maître de jeu en manque d'inspiration pour un nouveau personnage introduit, par exemple, et que les générateurs peuvent être utilisés autant à la phase de préparation d'une partie qu'en plein milieu de celle-ci. Autrement dit, au niveau de l'expérience de jeu, ça peut être intéressant parce que ça stimule la créativité, ça permet de sortir de ses habitudes confortables de joueur, explorer un autre point de vue que le sien, insérer une subjectivité autre. Et aussi, ben ça, évidemment, ça dépend des pratiques de joueur, mais prêter son personnage à une autre entité peut être intéressant parce que ça permet de réfléchir en même temps à comment nous, on joue ce personnage-là. Sur le plan de la recherche, je me suis dit que ce serait intéressant d'examiner un cas limite d'utilisation de la technologie pour le jeu de rôle que personnellement, je n'avais pas vu ailleurs vraiment dans cette manière-là précise de l'utiliser. Donc, comment j'ai exploré cette possibilité-là? Ben, de manière auto-ethnographique, parce que, comme je viens de le mentionner, la pratique était à peu près inexistante. J'ai essayé de faire des recherches pour trouver des témoignages de personnes qui auraient fait un peu la même chose que je voulais faire, puis j'en ai pas trouvé. S'il y a des personnes d'ailleurs qui l'ont fait, je suis tout à fait preneur de tout témoignage là-dessus. C'est ça. Ce que j'ai trouvé de plus proche, c'était la mention de pratique pour remplacer le DM par une machine, ce qui est justement l'utilisation anticipée par Janet Murray en tant que cyberbarde. Il y a aussi, donc il y a beaucoup de joueurs qui mettaient de l'avant la possibilité de faire carrément une partie en multijoueur, par exemple, avec AI Dungeon ou un autre outil similaire pour jouer sans DM. Mais je n'ai pas trouvé d'utilisation par les joueurs-joueuses pendant qu'il y avait un autre DM humain. S'il y a un DM humain, ben l'utilisation de High Dungeon était plutôt mentionnée comme étant faite par le DM. Donc, je souligne que c'est une recherche qui en est assez balbutiement. Vous verrez que dans mes résultats, je suis moi-même finalement pas très convaincu par mes résultats et qu'il y a tout à fait place à une exploration future. Mais donc là, je vais vous présenter, vous faire un récit de ma pratique, en fait. C'est ça. Le robot que j'ai sélectionné, le robot clavateur, c'est AI Dungeon, et ce, pour une couple de raisons. Premièrement, il utilise l'algorithme GPT-3 de OpenAI depuis 2020. Vous avez peut-être entendu parler de GPT-3 parce qu'il avait fait les manchettes à un moment donné parce que quand OpenAI l'a sorti, il était tellement puissant qu'il ne voulait pas le mettre en distribution libre de peur que ce soit utilisé à des fins malicieuses, étant donné que la qualité du output textuel était à s'y méprendre avec celle d'un être humain. Donc, je pense que c'est assez facile d'affirmer que c'est le meilleur modèle de génération linguistique actuellement disponible. Il y a sans doute des modèles meilleurs, mais qui sont privés. OpenAI, comme le nom l'indique, le met à libre disposition. Je pense qu'il y a des droits d'utilisation. Je ne sais pas exactement comment fonctionne leur modèle, mais en tout cas, il peut être utilisé par des tierces parties. De plus, AI Dungeon a un fort lien avec la tradition du jeu de rôle. Son nom l'indique presque. Et il permet aussi, depuis une mise à jour récente, de sélectionner son univers. Donc, c'est possible de dire, est-ce que je veux être dans de la science-fiction? Est-ce que je veux être dans du fantasy? Est-ce que je veux être dans
l'Angleterre du 18e siècle. Donc, tout ça m'a permis de prendre quelque chose qui était proche de la campagne dans laquelle je voulais expérimenter. Parlant de campagne, non seulement ça prend un robot clavardeur, ça prend un jeu de rôle. J'ai utilisé Donjons et Dragons 5e édition, qui, je pense, ne nécessite pas de présentation. Merci, Samuel. Parce que c'était très pratique au fin d'une zooethnographie parce que je la connais. Donc, à partir de là, je peux évaluer, vu mon expérience passée avec le jeu, comment mon expérience a été altérée par l'utilisation de AI Dungeon. Mon projet originel aussi a noté que c'était d'utiliser AI Dungeon non seulement comme joueur, mais aussi comme DM, afin de comparer les deux expériences. Donc, ça nécessitait le fait d'avoir plusieurs campagnes en cours et d'organiser quand même un certain nombre de personnes. Malheureusement, la constitution d'horaire de jeu de rôle étant ce qu'elle est, la partie a été annulée parce que, pour des raisons personnelles d'une des joueuses, et donc ça m'a été impossible d'en réorganiser une avant le colloque. Donc, je parlerai juste aujourd'hui de ma pratique en tant que joueur. Pour présenter la campagne où je suis en tant que joueur, c'est une campagne de haut niveau. On est rendu niveau 16 versus un maximum de 20 dans le système de Donjons et Dragons. Donc, c'est ce qui est appelé le niveau épique. Donc, il y a plusieurs plans dimensionnels. On peut altérer la réalité, blablabla. C'est très épique. Et dans cette campagne, j'incarne un sorcier qui est spécialisé en magie aquatique et en téléportation. Petit détail, parce que ça va revenir dans la pratique, dans le récit de pratique. Donc, mes observations ont été faites pendant une séance de 4 heures, pendant laquelle j'avais annoncé et obtenu le consentement du reste du groupe pour utiliser mon cellulaire afin d'utiliser AI Dungeon à des moments que je le jugeais opportuns. Je les avais prévus que mon but n'était aucunement de troller en faisant n'importe quoi d'absurde que le AI proposait, mais juste l'utiliser comme inspiration, puis voir s'il y avait des propositions qui étaient intéressantes à implémenter après dans le jeu. Donc, finalement, les utilisations des AI Dungeon lors de la séance de jeu ont été 2. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup, ce qui est d'ailleurs en premier lieu un constat d'échec. La première utilisation a été faite lorsque le groupe de personnages joueurs était entouré de zombies dans une forteresse. Les personnages joueurs étaient épuisés et tentaient désespérément de trouver du repos. Or, il y a des paysans non aventuriers, vraiment pas puissants, qui cognent à la porte après avoir déglingué beaucoup de zombies et disent qu'ils demandent de l'aide parce qu'ils ont réussi à utiliser du sel pour contrer les zombies. Donc là, le questionnement qui émerge autour de la table de jeu, c'est est-ce qu'il faut aider les paysans? À cette fin-là, je rentre dans AI Dungeon une prémisse textuelle qui est Six peasants show up asking for help. Et je regarde qu'est-ce que le générateur me propose. Sa réponse, que malheureusement on ne voit pas dans le screenshot, parce que je pensais que j'allais pouvoir remonter dans l'historique des choix, mais AI Dungeon ne le permet pas malheureusement. C'était 2 propositions relativement absurdes, malheureusement, qui étaient incohérentes avec l'entrée, mais il y en avait une qui évoquait le fait que the town is sinking, that it will soon be completely submerged and the people panic. Donc, vu que ça ne marchait pas, je décide assez librement d'utiliser ça comme une évocation. Il est question de panique, alors je vais jouer mon personnage paniqué. Je vais jouer inquiet et apeuré à l'idée de laisser entrer les paysans qui pourraient être une liche déguisée. Liche étant un personnage ennemi, généralement maléfique, de très grand niveau. Et le groupe avait déjà subi une trahison d'une liche déguisée, donc c'était en plus cohérent qu'il ait ce genre de peur-là. Autrement dit, il a vraiment fallu que je prenne des élastiques puis que j'essaie de rabouter ensemble ce que le AI proposait et la partie, mais ça a quand même été intéressant sur le plan narratif parce que honnêtement, je ne l'aurais pas joué ainsi si le AI n'avait pas mentionné le sentiment de panique. Quelques heures plus tard,
parce que vive le jeu de rôle, une deuxième utilisation émerge. Là, la situation en jeu, c'est que mon personnage joueur veut tester si l'eau salée fonctionne contre les zombies. Parce que les paysans disaient le sel fonctionne. Mon personnage a un artefact lui permettant de générer de l'eau salée à volonté. Et là, il se dit, ben, je vais essayer de voir si ça marche. Donc là, j'ai essayé d'entrer dans AI Dungeon, use salt water to repel the zombies. Évidemment, je savais bien que AI Dungeon n'est pas ancré dans le vrai jeu et dans le DM et que AI Dungeon n'avait pas tout le background que le DM avait possiblement en tête en nous annonçant que le sel pouvait repousser les zombies. Je voulais simplement tester l'hypothèse et voir ce qui était reçu comme rétroaction. La rétroaction était assez intéressante parce que, comme on peut voir, le AI Dungeon a tout à fait intégré ma phrase, le mise à la troisième personne. Ephis uses magic saltwater to repel the zombies. Il a rajouté magic d'ailleurs. Mais autrement ça, il n'y a pas vraiment de mention de réaction près des zombies. Ça fait juste dire à la fin, The sea lies before you. Il n'y avait aucune mention de la mer avant. Donc, peut-être que juste le AI s'est dit justement, vu que je parle d'eau salée, ben, il doit y avoir un plan d'eau salée à proximité. Bon, donc sur le plan de la cohérence, encore une fois, c'est incohérent et un échec, mais ça fait quand même un beau moment narratif parce que à la suite de cette rétroaction-là, je me dis, ben, ça vaut quand même la peine de tester en jeu, justement, parce que le AI Dungeon n'est aucunement satisfaisant. Donc, ça permet un beau moment narratif où l'équipe échafaude un plan pour, pour faire le test. Mais à part de ça, pas grand-chose. Et là s'arrêtent les deux utilisations. Donc, ma première conclusion, c'est tout à fait le fait que c'est dur de trouver des moments c'est difficile de trouver des moments pour utiliser l'outil parce que ça prend de l'effort. Ça prend la volonté de se sortir de la table pendant un moment parce que taper au cellulaire, ben, ça, c'est une contrainte matérielle. Ben, forcément, j'essaie de suivre en même temps ce qui se dit, mais c'est évidemment pas la même chose que d'être là en même temps. Donc, les opportunités que j'ai saisies, c'était des moments où mon personnage était un peu en retrait, où je n'étais pas déjà impliqué. Je ne me suis pas forcé d'un moment où j'étais déjà impliqué dans le jeu de sortir pour aller chercher la rétroaction de AI Dungeon. Aussi, j'étais le seul à utiliser un tel outil et je ne peux pas m'empêcher de penser que si tout le monde l'avait fait, la dynamique aurait pu être intéressante. Peut-être que parfois tout le monde aurait été dessus et le DM aurait été fâché. C'est une possibilité. Mais là, le fait d'être tout seul à le faire, ça faisait que quand je le faisais, je me marginalisais temporairement du groupe, vraiment. Et finalement, tout ça pour relativement peu d'apport au niveau de l'expérience de jeu. C'était une incohérence des événements comptés. Puis même si c'est vrai que dans certains cas, ça a généré des moments narratifs intéressants, ben, j'aurais pu juste avoir un générateur d'émotions qui aurait fait la même chose à peu près dans les deux cas, puis ça aurait marché. Lancer un dé en me disant si c'est plus que 10, je le fais, si c'est moins que 10, je ne le fais pas. Ça aurait fait sensiblement la même chose sans avoir la grosse barrière à l'entrée de devoir taper la situation. Au niveau de la recherche, mon intention était d'être simplement curieux sur les possibilités offertes par une innovation technologique, somme toute très récente. C'était quand même assez intéressant parce que généralement, les tâches qui sont confiées à la machine relèvent soit du travail ludique, c'est-à-dire comme de la préparation, ou on va dire du travail nécessaire au maintien de la partie, par exemple l'archivage, la prise de notes, la génération de cartes, de noms, tout ça, soit du système de règles, c'est-à-dire les manuels en PDF, par exemple. Les tables virtuelles aussi, certaines gèrent carrément l'application du système de règles. Autrement dit, ce qui relève du travail ludique, généralement, ça relève du DM. Donc, ma prémisse était de voir si un outil similaire pourrait être utilisé pour les joueurs-joueuses. Mais comme vous l'avez constaté, finalement, ce n'était pas ma meilleure idée. Il y a d'autres pratiques potentiellement plus intéressantes que je n'ai pas eu le temps d'investiguer avant le colloque, donc, mais qui seraient intéressants à regarder pour l'avenir.
ce serait intéressant, par exemple, de voir si ce serait possible autour d'une table de structurer la pratique. Par exemple, quand il y a un problème et que tout le monde est en train de s'obstiner sur tout le monde dans le groupe de personnages joueurs est en train de s'obstiner sur quelle est la meilleure chose à faire, ce serait intéressant parfois de peut-être faire un AI brainstorm. Donc, que tout le monde utilise AI Dungeon avec la même prémisse pour juste évaluer qu'est-ce qui peut être fait pour un peu diriger. Puis finalement, le mode multijoueur de AI Dungeon, que j'ai trouvé personne avec qui tester ça, malheureusement, mais je serais très curieux de le faire s'il y a du monde avec qui ça tente. Puis finalement, le dernier truc que ça, j'ai fait par contre, c'est d'utiliser AI Dungeon en dehors des séances pour développer la narration sur mon personnage. Donc, développer son histoire, développer tout ça. Et là-dessus, ben, ça marche, mais on se rapproche plus du cyberbard que du hackerbard. C'est-à-dire qu'on se rapproche vraiment plus d'un remplacement du DM par une machine temporairement parce que mon DM ne peut pas être 24 heures sur 24 avec moi. Fait que cela conclut ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc. Il nous reste quelques minutes pour les questions. J'ai débordé. Valérie Rioux, tu as coupé ton micro. Il y avait une question dans le clavardage avant la mienne, donc je ne sais pas si tu veux leur laisser la chance de s'exprimer en premier. Oui, je pense qu'on a le temps pour 2 questions. Félix Arthur Grenier, est-ce que les utilisations de AI Dungeon ont été faites avec le modèle Griffin ou le modèle Dragon? Ça a été fait avec Griffin parce que Dragon est payant. Merci. Donc, Valérie, je t'en prie. Allô Loïc, allô Jean-Charles. Petite question vraiment pratico-pratique. J'ai vu dans tes screenshots, comme on dit, qu'il y avait le nom de ton personnage. Donc, j'imagine que c'est paramétrable avec le nom du personnage joueur. Oui. Ouais. OK. Oui, tout à fait. Puis c'est même possible de sélectionner sa race et tout ça. Puis ça aussi, c'était un choix intéressant à la création parce que je me demandais qu'est-ce que je voulais inclure. Puis ma race Triton, que ça d'ailleurs, ça rejoint la présentation de Samuel, n'était pas dans les choix de AI Dungeon. Donc, j'ai fait le choix de prendre humain parce que je m'étais dit que si je choisissais n'importe quelle autre race, ben, il risquait d'y avoir des interférences, on va dire, dans le sens que si je prends Elf, ben, le AI Dungeon va sans doute mettre des descriptions, des affirmations liées à l'elfitude, alors que l'humain est généralement juste le générique. Oui, puis là, je suis plus dans un espèce de partage d'intuition avec toi. On est encore à un stade exploratoire, mais je me demandais si tu avais pu accéder à la collection d'apprentissage qui est derrière l'intelligence artificielle, parce qu'on pourrait se demander, en remontant le filon du barde, mais de quelle tradition bardique, tu sais, dont on a hérité, est-ce qu'on est dans un héritage Lovecraftien mélangé avec de la high fantasy style Donjons et Dragons, Royaume d'Oubli, etc., etc. Donc, question. Oui, ben, c'est vrai que j'aurais pu mentionner le monde en tant que tel que j'avais sélectionné, puis tout à fait, j'avais pris du high fantasy. C'était ça qui correspondait le mieux à la campagne, genre. Donc, je me souviens plus du nom du monde. Il faudrait que j'aille le checker sur Dungeon. Est-ce que ça dit les textes qui ont été feedés dans l'intelligence artificielle pour générer non, c'est ça? Okay. C'est pas transparent non. à ce point-là? Okay. Non. Je soupçonne que c'est très remixé aussi, mais parfois, il y a vraiment des trucs que, ben là, Félix Arthur mentionne que Dragon évite des incohérences, donc peut-être que le remixage se fait mieux, justement. Je serais curieux de tester, puis si justement ça vaut la peine, ben, je serais curieux de tester la fonction supplémentaire, mais non, il n'y a pas d'accès au texte, du moins à ma connaissance, peut-être si j'écrivais à la personne, mais j'ai vu comme le nombre de paramètres et de phrases qui étaient utilisées pour AI Dungeon, puis c'était plus que le milliard. Donc, c'est ça. Mais il y a tout à fait clairement des traditions qui s'inscrivent, même si parfois ce n'est pas explicite. Puis, on va dire, l'opacité de l'AI de manière générale est critiquée, non seulement pour AI Dungeon, mais de manière générale. Là. Mais ouais. En tout cas, si tu veux faire des expérimentations, fais-moi signe. Je suis dispo.
Je t'écrirai. Bye. Merci.